Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. Spectre 5 to Ghost. Going in now. Bienvenue à Star Wars en direct, Rebels. Look, I work alone. How about a little less attitude and a little more altitude? Le podcast de discussion et de commentaires sur la série animée Star Wars Rebels. I need to be ready to take off or none of us stands a chance. Care to blast one of those ties out of the galaxy? I don't think anyone would object. Shields down. Chopper, fix them! My name's Sam. It's possible I may be a little late. Wait, are you fighting stormtroopers? What makes you say that? Alors bonjour à tous et bienvenue à Star Wars Rebels, donc l'émission spin-off de Star Wars en direct, la numéro 10, que nous enregistrons aujourd'hui mardi 7 février 2017. Je suis Thomas et aujourd'hui pour m'accompagner, il y aura avec moi Céline. Bonjour. Bonjour Céline, et puis Loïc. Et salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission, alors on va se concentrer sur des émissions plus courtes, peut-être pour pouvoir spéculer un petit peu plus, et puis aussi avoir des formats un peu plus courts. Nous allons traiter seulement de l'analyse de 3 épisodes. Alors, nous allons d'abord analyser l'épisode numéro 4, qui s'appelle Le Dernier Combat, l'épisode 5, Un ralliement imprévu, et l'épisode 6, Affaires de famille. Avant que nous commencions cette analyse des épisodes, moi ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de nous faire un petit WhatsApp. Céline, je crois que c'est toi qu'on n'a pas entendu depuis le plus longtemps. Exactement, merci, tu m'as sauvé, je n'arrive plus à formuler ma phrase. Donc du coup, nous allons t'écouter. Eh ben, moi j'ai pas grand chose à dire, sauf que ce sera probablement ma dernière émission de Rebels où je pourrais dire donc je n'ai pas vu Clone Wars, donc je ne peux pas comparer, puisque ça y est, c'est arrivé ce matin avec la poste. Je vais me mettre à Clone Wars. Alors t'as reçu quoi alors du coup? Le coffret saison 1 à 5. Ah, t'as pas la 6? Eh ben non, parce que elle est pas sortie. Ils ont changé d'éditeur et du coup c'est pas dans les mêmes coffrets. Ou en DVD t'as pris? Ah, en Blu-ray. En Blu-ray. Et t'as la figurine de Yoda non avec? Non. Je l'avais vu ce gros coffret et t'avais les 5 saisons en Blu-ray VF. Oui, je pense c'est pour la modique somme de je sais plus, c'était 70€, je crois. C'était pas cher. Donné, hein. Ouais, ça va. Ouais, mais c'est pas cher parce que moi je les avais vus à plus de 100 balles en magasin. Ah ouais. Bon bah alors j'ai fait une affaire. Non mais c'est au correct. ratio de la saison, ça va. Ouais, si tu comptes à l'épisode, ça te fait moins d'€1 l'épisode. C'est certes, largement mais correct. Par rapport à d'autres séries où tu peux trouver des coffrets finaux de la série. Et est-ce que c'est tes coffrets, c'est l'édition avec les bouquins ou l'édition juste avec le plastoc? Je sais pas, je l'ai pas ouvert. Ah, t'as pas ouvert, t'as même pas commencé en fait, d'accord. Non, j'ai pas commencé. D'accord. Et parce que moi je me rappelle avoir acheté les premières versions, les tout premiers, ils les sortaient des espèces de steelbox. Je sais pas si Loïc t'étais passé par là, et avec on avait un petit livret de croquis. Ah non, pas du tout. Et j'ai pas du tout cette version. Je me rappelle que ils avaient sorti juste les 2 premières saisons en Blu-ray comme ça, des espèces de versions steelbox, et puis qu'après j'avais voulu continuer de les acheter en Blu-ray parce que j'aimais bien acheter tous les Blu-ray Star Wars. Et en fait, à partir de la saison 3, ils les sortaient uniquement en Blu-ray plastique, enfin le format bleu quoi. Ouais, avec c'est celui-là que j'ai. Et bah ouais, mais avec rien de plus dedans. Et donc je me suis dit tant pis, je les rachèterai quand ils seront tous sortis en format plastique. Et puis du coup j'attends toujours la saison 6. Et je pensais que là t'allais me dire ça y est, la saison 6 est arrivée. Parce que ce que j'ai peur, c'est que le jour où ils nous sortent la saison 6, elle soit intégrée dans un coffret, comment dire Total, ouais. Ouais, Total. Je suis en train de te pourrir ton achat là, toi tu vas pas encore. Ben non, écoute, j'ai cherché et justement comme j'ai vu que c'était une autre chaîne, je pense qu'ils les sortiront pas du tout Netflix. dans le même coffret.
Ouais, Netflix. Et a priori, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de coffret en français qui sont sortis. Faut le prendre Non, en il y en a rapport pas. Je crois qu'il y a allemand, même pas de je sais pas VF. quoi. Ce qui est d'ailleurs complètement con, quoi, parce que finalement, ils pourraient très bien ils pourraient racheter les droits à Netflix, ne serait-ce que pour les collectionneurs Star Wars, quoi. Enfin, parce que les Star Wars Rebels, c'est pareil, ils ont pas eu de sortie Blu-ray en France. Non, pas encore. Que DVD, je crois, ouais. Alors que franchement, je suis sûr qu'il y aura un public pour acheter ça. Ils nous ont ressorti, je crois, je me demande si les fameux, s'ils nous ont pas ressorti, ils nous avaient ressorti en tout cas les DVD des épisodes Star Wars Droid et Star Wars Ewoks, et y compris les téléfilms des Ewoks. Et je me demande s'ils sont pas sortis en Blu-ray là, ou si ça va pas se faire. Mais alors je me dis, s'ils nous sortent ça, pourquoi ils nous sortent pas les Clone Wars et les Rebels? Parce qu'il y a clairement, à mon avis, un public. Hein. Mais à mon avis, ils attendent de faire des plus gros coffrets collectés avec toute la série, en tout cas pour Rebels, avec toute la série dedans. Ah ouais, le truc de Je malade pense. avec Rebels et Star Wars et The Clone Wars qui se... Là, ça vaudrait un superbe coffret, là, ça serait un truc sympa. Et t'as pas mal de bonus dedans quand même, t'as regardé, non, un peu ou pas? Non, j'ai pas regardé, je sais Même pas sur la jaquette, ok. Je vous ferai une critique totale la prochaine fois. D'accord, bah c'est bien, du coup, pendant le congé maternité, Céline, tu vas avoir de quoi t'occuper. C'est ça. Bon bah super. En plus l'épisode de 20 minutes ça passe bien parce que voilà t'auras que des petits temps dispo, donc tu peux t'en mater un de temps en temps comme ça, c'est assez cool. T'avais d'autres choses dans ton WhatsApp? Non, c'est tout. C'est tout. Bon bah écoute, bonne série The Clone Wars. Moi ça me fait, je t'envie un peu. Moi je me rappelle quand j'avais eu mon premier gamin, je me rappelle que je lisais les Walking Dead en scan. J'avais chopé ça et je les lisais entre chaque période où quand on se relayait pour pas dormir. Et du coup je garde un excellent souvenir de Walking Dead rien que pour ça. C'est l'association d'un moment, enfin plaisir avec une période de la vie. Je trouve ça assez rigolo. Donc ça se trouve t'auras un méga souvenir de The Clone Wars grâce à ça. Peut-être. C'est possible. Loïc, ton WhatsApp? Eh bien, moi, j'ai un WhatsApp Star Wars en direct. J'ai téléchargé beaucoup d'émissions dans les archives et de vieilles émissions que j'avais sans doute déjà entendues, mais que j'avais oubliées. Et puis, donc des émissions où, notamment 100% québécoises, où ils prennent certaines réactions d'un certain Dals, que par exemple, c'est Henri, ouais. voilà, qui a rejoint l'équipe après. Et puis là, la semaine dernière, en écoutant une émission, j'ai entendu la première apparition audiophonique de Céline, justement, qui est là ce soir, et qui avait été appelée par Dany après Star Wars Réunion 2. Donc Céline, ça va pas te rajeunir, parce que c'était quand même il y a plus de 10 ans. Oui. Et c'est drôle en fait de retrouver des voix comme ça, alors qu'on s'y attend pas, dans un contexte tout à fait différent, parce que ce sont pas des chroniqueurs, pour le coup c'était des intervenants fans. Et c'est vraiment sympa de se replonger un petit peu, de réécouter quelles étaient les spéculations, les attentes. Par exemple après l'épisode 2, quelles sont nos attentes pour ce dernier film, et quelque part on en est un petit peu là aussi pour les épisodes numérotés, on est en train de se dire qu'est-ce que j'attends pour le 8, machin, etc. On spécule un petit peu, et c'est intéressant je trouve de retrouver ça, mais pour des choses qu'on connaît, parce que maintenant voilà, les films sont sortis depuis longtemps et on les connaît par cœur. Mais du coup j'ai un petit bémol, parce que on a recommencé récemment les émissions en direct, et puis on a donc les émissions en direct, les émissions que j'écoute sont des émissions qui étaient en direct également, donc avec beaucoup de réactions du chat, etc. Et ça m'amène une réflexion, une remarque, comme quoi au final l'émission en direct c'est très bien, rien ne peut l'égaler, c'est sûr. Mais je m'interroge sur la réécoute ultérieure qui peut être, j'irai pas jusqu'à dire agaçante, mais un peu fatigante, parce que entre les réactions du chat et puis parfois ce qu'on dit montré à la caméra, notamment pour les dernières émissions où on fait du live avec vidéo, du coup à la réécoute ça laisse un petit goût amer à ceux qui n'ont pas pu être là, je trouve. Alors c'est évidemment l'avantage de proposer du live, c'est de dire aux gens venez quand nous sommes en live, vous allez vivre une expérience avec nous qui sera tout à fait différente de celle que vous pourriez écouter en balado-diffusion. Mais pour quelqu'un qui est très habitué au podcast comme moi, très gros consommateur, ça fait bizarre. Voilà. Maintenant, ça enlève pas le plaisir de réécouter tout le monde, reparler de sujets dans le contexte de l'époque, quoi. Après, du coup, est-ce que tu penses que si on faisait un live mais sans vidéo, ce serait mieux, par exemple? C'est-à-dire avec les intervenants mais sans le visio? Alors pas forcément, mais peut-être dans ce cas-là ne pas dire bah tiens regardez là je vous montre le truc. On peut dire
regardez cette image sur internet, où on la met dans le chat, elle est dans le chat, voilà. Parce que du coup, ça laisse un côté bizarre. Alors je sais pas si d'autres auditeurs ont ressenti ça. Peut-être que c'est propre à moi parce que je suis gros consommateur de podcasts. Si quelqu'un a ressenti la même chose, qu'il se manifeste, qu'il le dise. Et ou puis, que t'avais envie de nous faire chier, quoi. C'est ça. Non, parce qu'au final, j'ai la dernière fois participé dans le chat aussi et c'était intéressant. Par contre, je pense qu'il y a certains auditeurs qui avaient des théories intéressantes et qui auraient pu les développer à l'écrit de manière peut-être plus développée que ce qu'ils ont fait dans le chat où les lignes défilent et puis où on oublie ce qui était inscrit avec des choses très intéressantes. Et du coup, ça m'amène une réflexion, mon cher Thomas. Je voudrais faire un erratum sur ce que tu as dit. Dans mes théories, je n'ai pas dit que Ezra devenait Snoke, mais qu'il était parti fonder les Chevaliers de Rennes. Oui, exactement. Après, j'en rajoute un peu, c'est le côté marseillais, ça rend ta théorie encore plus frivole, quoi, on va dire. Mais je pense qu'il y a des théories, en effet, comme quoi c'est Ezra, mais c'est pas de Loïc. Hein. Non, c'était pas de moi. Et du coup, ça tombe, pour finir mon WhatsApp, quand je suis rentré la dernière fois, les enfants étaient en train de regarder l'épisode 7 et on était à la fin. Et du coup, j'ai regardé avec eux, là, encore une fois, le combat final. Et je me suis intéressé à la technique de Rey, qui est une aussi des théories qui traînent sur Internet, comme quoi elle pourrait être la petite fille de Palpatine. Et c'est vrai que dans la façon de se mouvoir et d'attaquer, j'y ai trouvé une similitude forte. Donc j'ai remis après la fin du film les 2 séquences de combat de l'épisode 3. Et vraiment, il y a une similitude dans le mode de combat. Ça veut pas dire que c'est forcément sa petite fille, ça peut juste dire qu'ils s'en sont inspirés ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, voilà. Je me demande si ce ne serait pas peut-être la petite fille de l'empereur. Bah écoute, de toute façon des théories, il y en a beaucoup. La seule que j'ai jamais entendue, c'est que c'est peut-être la petite fille de Windu, par exemple, ça j'ai jamais entendu. Mais effectivement, on pourrait ratisser large. Et d'ailleurs, l'autre jour, c'était vachement intéressant parce qu'on a eu beaucoup d'éléments, quoi. Dans les spéculations. Et juste pour rebondir sur les WhatsApp, sur les émissions en live, moi c'est un truc que j'ai adoré. Même là, en enregistrant ce que je vous disais quand on commençait, je disais on va commencer l'émission, j'ai pas de pression, je suis détendu, ça fait vraiment pas pareil. Et c'est presque un manque de pas avoir les gens en direct pour avoir leur réaction. Je trouvais que c'était assez sympa. T'as fini ton WhatsApp, Loïc ? Tout à fait. Alors, moi je vais faire le mien rapidement avant qu'on se lance dans l'hyperespace. Alors moi, me concernant mon WhatsApp, alors juste pour la petite blague, du coup, moi j'ai aussi mes gamins qui me font beaucoup marrer, avec ma fille qui me parle de Star Wars tout le temps et qui me fait des théories aussi sur Rey. Et le soir, quand elle veut pas dormir, elle m'appelle, puis elle dit je voulais te dire un truc sur Star Wars. Elle me balade comme ça avec 2-3 théories parce qu'elle sait que c'est un moyen de pas dormir tout de suite. Et l'autre jour là, donc ça va être le carnaval de mon fils là à l'école. Et mon ami lui a demandé tu veux te déguiser en quoi pour le carnaval de l'école. Et tu vois, enfin du coup les gamins souvent ils te balancent un Spider-Man ou même au pire ils vont te dire en Dark Vador. Non, mon fils il a dit en Raktar, quoi. Ah oui. Sympa, c'est vachement facile à faire comme costume. Je trouve ça énorme comme réplique. Et on s'est regardé, on a dit, c'est bien le fils de son père. Hein. Ouais, non, mais il va falloir lui faire plaisir, mais quand même quoi. Enfin, tu vois, on a réfléchi, mais on a trouvé aucune idée pour comment faire. Et donc du coup là, maintenant il nous fait sur le lit, il a un lit, ils ont un grand lit en bas et il fait le Raktar. Alors il s'accroche mon ami dit mais qu'est-ce qu'il fout avec les ceintures en fait? Et il se tient avec les 2 ceintures et il fait il fait des galipettes sur le lit, il fait bloup bloup bloup. Donc c'est à voir, c'est assez comique et je me dis que franchement je suis en train de faire du mal à mes enfants là avec mes conneries, quoi. Mais est-ce qu'il y a un costume de Raktar qui existe? Est-ce qu'il y a un fan qui a fait un costume de Raktar? Non, on a regardé, il y a Boba Fett, mais Raktar non, il y a pas. Non. Et ou alors tu sais t'as des mecs qui se déguisent en Monsieur Patate, tu sais ils prennent des espèces de gros trucs de polystyrène, mais là je le vois mal à l'école, t'es pointé en boule avec des trous, quoi. Puis des trucs qui pendent, il va marcher sur ses tentacules, enfin ça va être l'horreur, quoi. Non, c'est sûr. Faire lui épargner ça, quoi. Puis avec tous les potes, ils vont dire mais t'es déguisé en quoi, toi, tu vois. Ah bah c'est clair. Parce que de loin tu te dirais un caca un peu, tu vois, enfin avec des fils, quoi. Enfin c'est pas. Puis j'imagine le rendu va pas être super terrible. Donc du coup je pense que il va finir en Spider-Man comme les classiques gamins, quoi, comme la moitié, quoi. Donc voilà. Et puis alors sinon mon WhatsApp sérieux c'est j'ai attaqué Dark Disciple.
de Christy Golden. C'est un vrai régal. Elle écrit vraiment super bien. J'avais déjà entendu beaucoup de critiques d'elle. Alors j'avais pas lu les tout derniers romans légendes dans le Destin du Jedi. Elle avait participé à 3 romans sur les 9. J'avais entendu toujours des éloges de sa façon d'écrire et les détails qu'elle allait chercher. Apparemment sur Warcraft, elle fait un carton aussi. Et là, c'est vraiment un vrai plaisir de le lire. Je sais pas si vous avez attaqué. Céline, Loïc, non ? Pas encore. Pas encore. T'as acheté ou pas ? Oui. Alors, pour te dire, là, tu vois, tu sais que Loïc, tu le sais parce qu'on échange régulièrement, où je suis dans mes travaux de baraque, où vraiment, là, on fait que ça les week-ends et tout. Et pour autant, Lord of the Sith que j'ai adoré, j'avais galéré, si tu veux, à le lire. Alors pourtant, j'avais adoré. Alors Tarkin, on n'en parle pas. Mais alors là, ça fait une semaine que je l'ai attaqué, une bonne semaine. Une semaine et demie peut-être, et j'en suis déjà à la moitié. Donc okay. Voilà, c'est vraiment sympa. Et pourtant, ça fait un peu, en termes de personnages, ça fait un peu huis clos parce que t'es centré uniquement sur Ventress et Quinlan Vos, qui sont 2 persos vraiment sympas, mais c'est vraiment bien foutu. Il y a quelques petites longueurs à certains moments, mais la manière dont c'est réfléchi et tout, puis voilà, c'est bien écrit, c'est surtout ça qui est agréable. Ça me fait penser un peu au style d'un Drew Karpyshyn, donc c'est vraiment sympa. Je vais pas trop en faire parce que là on va avoir l'impression qu'on fait un Star Wars littérature. Donc, en tout cas, on vous invite à notre prochain Star Wars littérature. J'imagine qu'on fera avec Loïc et dans lequel on critiquera également le tome de Poe Dameron. Voilà, ça ne devrait pas tarder. On va juste attendre qu'on ait terminé ces petites lectures et puis dès qu'on a terminé, on se lance, sachant que Danny vient de publier celui qu'on a fait sur Lord of the Sith et Star Wars 3 et Dark Vador 3. Sur ce, moi je vous propose qu'on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et nous attaquons avec l'épisode 4 qui s'appelle The Clone Wars. Ah non, The Last Battle. Pourquoi cette petite confusion? Nous allons le voir quand je vais vous donner le résumé détaillé. Alors, il a été diffusé le 22 octobre 2016 aux États-Unis et le 4 décembre en France. Les audiences ont été assez bonnes, hein. On est à 452 000 téléspectateurs pour une première diffusion, ce qui est plutôt correct. Alors le résumé de cet épisode, hein, on a le Ghost qui se rend sur Agamar, d'accord, pour trouver des munitions, et ils se mettent à fouiller l'épave d'un transporteur séparatiste, donc déjà qui se trouve à la surface de la planète, en se disant voilà peut-être qu'on va avoir les munitions là-dedans. Et donc bon, ils commencent à trouver des éléments intéressants, et ils sont capturés par des droïdes de combat, donc du coup, on a déjà le transport séparatiste, les droïdes de combat, ils sont envoyés devant Kalani, et Kalani, c'est quoi? C'est les droïdes tacticiens, vous savez, ceux qui font encore plus boîte de conserve que les autres, et qui étaient là dans The Clone Wars pour donner des ordres. Hein, donc, je sais pas si, tu peux pas te rappeler. Des espèces de généraux. Voilà, des espèces de généraux tacticiens, donc c'est pour ça qu'on les appelle les droïdes tacticiens. Ce qui est assez rigolo, donc du coup, c'est que ils ont l'impression de vivre encore dans la guerre des clones, ces personnages. Et ils pensent en fait que c'est la République qui fait croire que la guerre est finie. Et donc, c'est ça, hein. Oui, d'autant plus qu'ils arrivent avec un clone et 2 Jedi. Voilà, c'est ça qui est encore plus marrant, oui, exactement. Donc c'est l'ennemi. Voilà. Donc du coup, voilà, ils considèrent que c'est forcément l'ennemi. Du coup, ils essayent de discuter avec ce fameux droïde tacticien qui, du coup, mais tu vois, le mec est tellement tacticien qu'il va jusqu'à penser que, si ça se trouve, c'est peut-être une stratégie des autres, quoi. Je trouve que quelque part, c'est assez bien pensé. Et pendant ce temps, on a donc les 2 filles qui sont toujours dans le Gauss autour de la planète et qui battent en retraite face à un destroyer impérial. Hein, donc destroyer, c'est les gros vaisseaux, hein, et qui se rend sur Agamar parce que ils ont chopé une transmission de chopper. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, il leur fait faire déjà un espèce de deal à la base. Il les met à l'épreuve en fait, quoi. Il simule un combat avec ses droïdes à lui. Oui, où Zeb fait l'otage à libérer. Voilà, où Zeb, voilà, un espèce de jeu de rôle, on pourrait dire, mais en grandeur nature, dont l'issue, si jamais il gagne, il leur fait quoi? Il leur refile les pièces, c'est ça, et les munitions. Oui, les munitions. C'est ça qu'ils sont allés chercher, des bombes à protons, voilà. Je crois.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu sens que le mec, tu sais, c'est un peu son dernier plaisir, voilà, avant de. Et puis en fait, bah finalement, ils se font attaquer par ce fameux destroyer, et c'est assez rigolo. C'est que finalement, ils unissent leurs forces, les droïdes de combat avec les Jedi et un clone. Finalement, donc voilà, c'est un exercice. Ah oui, puis il y a quand même, s'il faut le préciser, il y a quand même des TBTT, donc des qui arrivent. TBTT, c'est les HAT quoi, et permettent donc du coup aux navettes de fuir quoi. Il y a quand même, je crois, une navette qui se fait exploser, hein, une navette de droïdes. Ben d'ailleurs, ils prennent. Il y a 2 navettes qui échappent de la planète, puisque le fantôme est détruit. D'ailleurs, ils volent une des anciennes navettes séparatistes et ils repartent avec, et ça va devenir leur fantôme 2. Ouais, le Sauf nouveau qu'il pourra pas rentrer dans le Ghost, quoi. D'ailleurs, mes gamins, mon fils a eu le petit fantôme en Hasbro, il est dégoûté parce qu'il l'a eu, et après, pile là, il s'est fait dézinguer, et on passe au nouveau fantôme. Donc voilà, c'est rigolo. Et puis, dans cet épisode, ce qui est assez marrant, c'est que on a le thème musical de The Clone Wars. Oui, ça, pour quelqu'un qui aime bien The Clone Wars, comme nous, notamment. Comme Céline, par exemple. Ou Céline, qui va bientôt aimer, je trouve que ça fait chaud au cœur. Donc c'était bon, voilà, c'est la petite touche, c'est sympa. C'est ça. Bah voilà, tiens, donc du coup j'ai déroulé un petit peu l'épisode. Loïc, je sens que tu es avide de déballer tout ce que t'as. Alors vas-y, on te laisse y aller. Eh bien, écoute, moi j'ai apprécié cet épisode. Je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment bien construit. La tactique pour résoudre le problème avec le droïde tacticien, c'était cohérent. Le fait de lui dire en fait, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, quelque part. Je trouve que ça fonctionne. Et j'étais content de retrouver toute cette ambiance, les droïdes, etc. Le seul truc que je regrette, c'est que les voix des droïdes ne soient pas top. Mais voilà, sinon, j'étais content de voir des TBTT, de les voir atterrir, d'avoir l'Empire qui les menace, mais qui doivent faire une alliance avec les séparatistes. J'ai trop rien à dire sur cet épisode parce que je l'ai vraiment trouvé bien. Céline ? Ouais, moi aussi j'ai bien apprécié cet épisode. Je trouvais que le scénario était quand même assez cohérent. Bon, d'accord, on a un petit comment dire, ça fait un peu artificiel le fait que, comme par hasard, il y en a qui, il y a des droïdes qui n'auraient pas été désactivés, voilà. Mais passer ça, qui est vraiment l'élément perturbateur, on va dire, le fait que il les interprète toujours comme étant la République, le fait que ça réveille des petits réflexes en Rex, il y a vraiment des côtés sympas là-dessus. Ça fait un peu Hibernatus, quoi, les droïdes. Tout à fait, ouais. Et oui, comme disait Loïc, le fait que finalement le twist final, le fait de dire que l'Empire quelque part c'est aussi un reliquat de la République, c'est assez bon. Moi, la seule chose que je regrettais, c'est peut-être qu'ils aient trop insisté là-dessus. C'est-à-dire que à la fin, redire à Ezra, grâce à toi, on a fait en sorte que tout le monde gagne la guerre des clones. C'était peut-être la phrase de trop. Je veux dire, on l'avait déjà vu et par nous-mêmes, on n'avait pas besoin d'appuyer dessus. Mais sinon, tout le reste de l'épisode fonctionne très bien. C'est dynamique, c'est sympa. Il manque peut-être aussi un peu plus de présence de Zeb, qui est écarté dès le départ du fait d'être mis en tant qu'otage. Et c'est peut-être ça qui est dommage. Moi me concernant, au premier visionnement, je me suis dit ça fait quand même réchauffer. J'ai trouvé ça un peu convenu, et puis mais globalement, oui, j'ai été un petit peu perturbé au début parce que je me suis dit ça fait un peu réchauffer, c'est un peu tout le temps la même chose. Et puis finalement, après avoir échangé avec Loïc, quand il l'avait vu, il m'a dit j'ai adoré cet épisode et tout. Puis il m'a donné quelques arguments et finalement j'ai trouvé sympa. Mais je dirais que c'est pas non plus le meilleur, parce que du coup, on est encore une fois un épisode qui fait pas forcément avancer le scénario, si ce n'est qu'ils ont changé le fantôme. Mais voilà, finalement ça apporte pas grand chose au scénario, on n'apprend pas grand chose de neuf. Et puis bon, ça fait un peu, ça faisait un peu réchauffer. Alors c'est un épisode clin d'œil, c'est bien, mais bon, à part le fait qu'ils aient récupéré des nouvelles bombes à protons, y avait rien forcément de plus. Et puis moi, quand je vois des mecs qui se battent pour juste le plaisir de se battre et sans que ça apporte quelque chose, je sais pas, des fois ça me gêne un petit peu quand même. Ah, mais ils les récupèrent pas en plus, les bombes à protons.
Oui, en plus, il les récupère pas, ouais. Il les explose sur les TBTT. Donc, un épisode sympa, mais c'est pas non plus le meilleur, quoi. Non, mais d'ailleurs, la scène où ils explosent les bombes à protons est assez bonne. Le fait de dire aux Jedi, vous avez une meilleure précision, alors on va vous tirer dessus. Alors moi, j'adore, je me dis, les pauvres Jedi qui se font tirer dessus volontairement. Et vous allez les dévier correctement. Moi, j'ai trouvé ça assez bon aussi comme technique. Alors, du coup, si je vous proposais de mettre une note à cet épisode, vous mettriez combien ? Bah, moi, je mettrais 16. Ah, tu mettrais 16, toi, carrément. Ouais. Céline ? Moi, je mettrais un bon 14. Moi, je mettrais un petit 14, un tout petit 14, quoi. Donc, du coup, on est plutôt vers une moyenne qui tend vers le 14 quelque chose, Loïc. Donc, du coup, désolé, hein. Donc, du coup, voilà, bon, mais on est quand même sur un épisode qui est pas dégueulasse, quoi, hein, parce que des fois, je me rappelle là, qu'on avait largement mis des notes en dessous. Alors, maintenant que nous allons terminer cet épisode 3, cet épisode 4, nous allons passer à l'épisode 5, qui s'intitule Un ralliement imprévu, c'est-à-dire en titre original Imperial Super Commandos, donc c'est un légère de modification. Alors, la première diffusion a été faite le 5 novembre 2016 aux États-Unis et le 11 décembre chez nous. Au scénario, nous avons Christopher Yost et au scénario Stuart Lee. L'audience a été plutôt bonne également, puisqu'on était à 551 000 téléspectateurs. Alors, c'est un épisode bien évidemment centré sur les Mandaloriens. On a passé un petit bout de temps là en repréparant l'émission et en regardant pourtant une énième fois l'épisode. Force est de constater que les Mandaloriens, dans les séries télé et même dans l'univers Star Wars, ça commence à devenir franchement compliqué. Déjà dans l'ancien univers légende, c'était balèze. Mais là, on commence un peu à s'y perdre un petit peu. Donc, on va faire un petit check-up sur chacun des personnages quand on fera les présentations. Alors, très rapidement, on retourne donc sur Concord Dawn parce que on avait vu précédemment que les rebelles avaient réussi en fait à négocier un accord pour passer dans le secteur mandalorien avec le groupe des protecteurs sur Concord Dawn. Donc, sauf qu'ils ont perdu le contact avec ces fameux protecteurs sur Concord Dawn. Donc, Hera envoie une équipe composée de Ezra, Sabine, Chopper et Fenro qui est retenu parmi les rebelles depuis sa capture parce qu'il l'avait chopé la dernière fois à bord du Phantom 2. Donc, dès leur arrivée, on a Ro qui tente de s'enfuir, mais il découvre le camp des protecteurs donc de Concord Dawn qui est entièrement détruit. Et donc pris de colère, du coup, on a le Ro qui accuse Sabine et Ezra d'être responsables du massacre de ses hommes, mais on se rend compte qu'au même moment, un nouveau groupe de Mandaloriens arrive, et ce sont des Mandaloriens de l'Empire. Donc encore une nouvelle faction de Mandaloriens. Donc on avait les Mandaloriens pacifiques, on avait les Death Watch, on a les Protecteurs, et maintenant on a les Commandos de l'Empire. Donc ça fait beaucoup de sections, sachant qu'à l'intérieur des Mandaloriens, on a des familles, on avait vu qu'il y avait les Vizsla, etc. Donc du coup ça commence à devenir quand même balèze. Et donc il s'approche de la base et il capture Ezra et Chopper et le chef du commando, donc qui s'appelle Gar Saxon, commence à les interroger. Donc tout d'abord, bien sûr, Ezra il dit qu'il s'appelle, il dit que c'est un pilleur d'épave du clan Onaka. Il dit qu'ensuite il s'appelle Lando Calrissian. Enfin c'est toujours les trucs classiques qui nous sort. Il nous a pas dit qu'il s'appelait Jabba the Hutt, ce coup-là. Mais les trucs un petit peu lourds qui nous fait tout le temps Ezra. Et donc enfin après il dit que qu'il est un Jedi justement pour essayer de sauver Chopper. Et pendant ce temps on a Ro, donc c'est-à-dire l'autre Mandalorien Fen Rao qui s'était échappé, qui espionne les Mandaloriens et apprend que Gar Saxon, enfin il apprend de la part de Gar Saxon que c'est son commando qui a tué les protecteurs au nom de l'Empire. Donc du coup, forcément, déjà, Ezra et compagnie ne sont plus du coup les responsables de tout ça. Et Ro donc du coup décide de faire la paix avec Sabine. On retombe dans le fameux cliché de la première fois, c'est-à-dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc du coup, il devient copain avec Sabine. Et donc Sabine, elle récupère un jackpot sur un des commandos et elle libère Ezra et Chopper et ils s'enfuient donc du coup à bord du Phantom 2. Sauf que les commandos impériales, donc les Mandaloriens de l'Empire, encerclent les rebelles et Saxon donc du coup reconnaît Sabine. Donc du coup comme Sabine est une grande lignée, il dit qu'il lui apporte le déshonneur qu'elle a jeté sur sa mère et son clan en rejoignant la rébellion. C'est-à-dire qu'en fait elle aurait dû prêter allégeance à son groupe. Donc voilà, on sent qu'il y a plein de factions qui s'opposent. Et donc pour éviter la mort d'Ezra, Sabine du coup réussit à neutraliser temporairement
les Mandaloriens, et les 3 rebelles fuient vers le vaisseau des Mandaloriens. Et ils sont pourchassés du coup par le commando dans une poursuite en jetpack, alors où notamment il y a Chopper à côté qui vole, donc bon forcément, sauf qu'ils se font rattraper, et ils sont de nouveau vaincus. Mais au moment où Saxon, donc le Mandalorien de l'Empire, s'apprête à les tuer, on a Fenro, le Mandalorien avec qui s'était engueulé à la base, celui qui était le responsable des protecteurs, qui les sauve et détruit la navette mandalorienne, et il bloque en gros Saxon sur Concord Dawn. Et donc à la fin, on a Ro qui félicite Sabine de ne pas avoir oublié ses coutumes et décide lui aussi de rejoindre la rébellion. Donc maintenant on a des Mandaloriens dans la rébellion. Alors rapidement, avant qu'on se lance sur les critiques de cet épisode, on a ce qu'il faut noter, c'est que Gar Saxon, donc Fen Rao, on l'avait déjà vu dans les épisodes de Star Wars Rebels saison 2. Et Gar Saxon, lui, on l'avait pas vu dans les épisodes de la saison 2, mais par contre, nous l'avons vu dans un comics qui s'appelle Dark Maul Son of Dathomir, donc qui est paru chez Delcourt en fait. C'est un des seuls, c'est le seul roman de l'univers officiel qui est paru chez Delcourt et qui raconte les épisodes qui devaient se passer sur Dark Maul, enfin en lien avec Dark Maul et les Mandaloriens dans la saison 6 qui n'a pas été terminée de The Clone Wars. Tout comme le Dark Disciple là que je vous disais être en train de lire, et d'autres épisodes qui étaient non finis mais qui avaient été diffusés. Donc voilà, on a ce personnage, donc pour tous ceux qui l'ont lu, et ça fait partie, c'était la première BD de l'univers étendu. Donc Dark Maul, Son of Dathomir, et Gar Saxon de mémoire devait s'allier avec Dark Maul, Loïc, c'est ça ? Oui. Et il faisait partie de ce qu'on appelait le collectif des ombres, qui était créé par Dark Maul. Encore une autre faction encore de Mandaloriens. Décidément, les Mandaloriens sont un peu sont multi-idéaux, on va dire. Voilà, ça y est, je crois que j'ai fini de donner tout le background de cet épisode. Je vous laisse du coup développer un petit peu sur ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de cet épisode. J'ai bien aimé aussi cet épisode qui est assez dynamique du coup, puisqu'il y a des poursuites, le fait qu'il y ait plusieurs clans justement dans les Mandaloriens, ça apporte une complexité du scénario que j'ai bien aimé. Après oui, comme tu disais, c'est vrai que Ezra, ses petites répliques, bon, c'est pas passionnant. Il nous manque peut-être un petit peu d'avoir un peu plus de background de Sabine, parce que finalement il nous tease un petit peu, mais on n'a pas grand chose. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un épisode qui se regarde bien, qui est sympathique. Moi je suis embêté parce que j'ai rien à lui reprocher particulièrement, mais il m'a pas plus emballé que ça. C'est commando qui travaillent avec les impériaux, qui ont un look inspiré des esquisses de Macquarie, toujours, hein, comme d'habitude. Je pense que, alors, ce que tu disais, qui teasait le passé de Sabine, pour le coup, on aura des réponses vraiment dans cette saison, parce que moi, je suis beaucoup plus loin et on en a quelques-unes. Maintenant, il y a rien de transcendant au final dans cet épisode. On n'a pas beaucoup avancé dans la trame narrative. C'est encore une fois un peu comme l'épisode d'avant et également comme l'épisode d'après qu'on va chroniquer, qui ne font pas avancer l'intrigue principale. Alors, sauf si c'est une pierre qui va servir pour plus tard, je sais pas, un prochain édifice quoi. Ah oui, c'est possible, mais en tout cas la réponse là je l'ai pas. Est-ce que cet épisode est une pierre de la base de la construction du passé de Sabine? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Je sais juste qu'on va y revenir dans la suite de la saison. Moi, je pense que la seule vraie avancée, c'est le fait que Fenro décide vraiment de faire partie de la rébellion à la fin de l'épisode. Oui, bien sûr. Alors moi, ce que j'ai un peu craint aussi, c'est alors la poursuite en jetpack, j'ai bien aimé, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un peu too much parce que par exemple, de mémoire, hein, Chopper, il fait partie de la poursuite quoi. Oui, mais je me suis fait la même réflexion. Mais oui, il veut aussi vite qu'un jetpack. Bah ouais, normal. Le réacteur d'un astromech, franchement, tu vois, limite, tu vois, ça devient un Dragon Ball Chopper, quoi, tu vois, alors que si tu veux pousser un peu plus loin, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu peux le pousser un peu plus loin. Le jetpack, à la base, il est pas fait pour voler. Il est fait pour décoller, il est fait pour atterrir.
Il est pas fait pour voler sur une distance comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Et même, je me rappelle la première fois qu'on a vu des réacteurs sur R2D2, c'était dans la prélogie. Ouais. Déjà à l'époque, je me disais putain, mais comment ça se fait qu'on l'a jamais vu faire ça avant? Puis tu te dis bah c'était peut-être pas utile parce que bon voilà, il volait sur 1 mètre pour tu vois pour faire un petit saut quoi. Mais là attends, il est dans une course poursuite dans un canyon quoi. Enfin je veux dire ça devient un vaisseau quoi, tu vois, ça me fait penser à je sais pas si vous vous rappelez les guerriers masques, je sais pas si vous voyez le dessin animé. Il y avait une espèce de petite moto robot là comme ça et ça fait un peu ça. Ouais, peut-être bien ouais. Enfin, vous voyez bien, il y avait un gamin dessus, quoi. Oui. Et là, je me dis, ouais, non, là, ça fait un peu too much quand même. Donc, il y a ça qui m'a gêné. Il est capable de porter Ezra en plus. Bah ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, et garder il monte dessus. Bah voilà. Et que, du coup, à un moment, ça, ouais, non, c'est too much. Mais encore que un jetpack tout seul, on y aille. Et même Sabine, avec son seul jetpack, elle porte aussi Ezra, alors qu'elle a un tout petit jetpack, quoi. Putain, alors Ezra, il a quand même pris du poids, on l'a remarqué, hein, depuis la saison 2. Enfin, c'est plus le même pépère, hein. Et là, bah, je sais pas, ouais, ça, c'est un peu choquant quand même. Et non, mais c'est Boba Fett qui a un mauvais jetpack, c'est tout. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais on a déjà eu des trucs un peu gros comme ça dans la saison précédente. Au final, ça fait partie, presque, j'ai envie de dire, ça fait partie du show, quoi. Oui, ça, voilà, c'est le cahier des charges. On est dans un dessin animé. Allez, on se lâche un petit peu, les gars. C'est-à-dire que t'as différents niveaux de je peux me lâcher. Tu vois, t'as le film où t'es à peu près réaliste, le dessin animé où tu te lâches quand même déjà pas mal, et après t'as le jeu vidéo, genre le pouvoir de la force, tu sais, avec tu vois, le gars il fait la force, il craque un destroyer, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, dans The Force Unleashed, quoi. Là c'était, voilà. Donc là voilà, ça fait partie du cahier des charges. Ça mis à part, bon, il y a un moment où la complexité finalement, parce que je vous cache pas que quand j'ai regardé, je disais ouais c'est lui, je sais même plus qui est qui. Dans les Mandaloriens, franchement, si je fais pas un coup de Wikipédia derrière, on a du mal à s'y retrouver. Et d'ailleurs, là, en faisant un coup de Wikipédia, on a remarqué que Fen Rao, donc qui est dans l'épisode 2, qui était dans la saison 2 et qui est ici également, il apparaît aussi dans Star Wars Kanan tome 2, donc qui est sorti chez Panini Comics dans l'issue numéro 10, et ils arrivent avec ses potes protecteurs pour filer un coup de main à Depa Billaba et Kanan quand ils sont petits. Donc là, typiquement, on est dans une fan service, mais n'empêche que voilà, on est sur ce cross-média. Je me rappelais même plus qu'ils intervenaient. Ils interviennent sur une page. Et là, juste avant d'attaquer l'émission, j'ai été rechercher mon comics et on a regardé avec Loïc et puis Céline pour retrouver le truc. Bon, là, on est vraiment sur du fan service, quoi. Mais ça devient quand même compliqué. Et un autre truc, moi, que je crains un petit peu avec ces Mandaloriens, dans un sens, alors je suis partagé, j'arrive pas à trancher. Dans un sens, je trouve ça génial qu'il y ait différentes factions. C'est-à-dire que dans les Mandaloriens, qui initialement, et ça c'est quand même gardé dans l'idée, ont une culture guerrière très forte, qu'on ait différentes visions, que ça s'oppose, qu'il y ait des dissensions, tout ça je trouve ça vachement bien. C'est-à-dire qu'on a les Mandaloriens pacifiques, on a les Mandaloriens un peu terroristes, on a les Mandaloriens empire, on a les Mandaloriens rebelles, on a les Mandaloriens qui veulent un retour aux sources, enfin ceux qui veulent changer, enfin il y a vraiment plein de trucs et c'est intéressant finalement qu'on s'embrouille un peu la tête et que là le fait d'aller chercher l'info, d'aller retourner, tiens, tel Mandalorien il appartient à tel courant, pourquoi, etc. Ça fait la complexité du scénario et franchement moi c'est ce que j'aime bien dans Star Wars, c'est aller chercher c'est quand ça se complexifie un peu, quand il y a un peu de politique, un peu de complexité on va dire, et c'est vraiment intéressant même d'aller fouiner sur Wikipédia pour retrouver les liens entre les personnages, tout ça c'est cool. Par contre, ce qui me gêne le plus finalement, c'est que j'aimais déjà, bon, à la base j'aimais mieux l'ancienne version des Mandaloriens et celle-là elle est complètement oubliée. Le côté les Mandaloriens à la base, vous vous rappelez dans l'univers légende, je vais pas faire mon vieux con, mais à la base c'était pas des humains les Mandaloriens. Et on y revient encore une fois, là on a l'impression qu'à nouveau les Mandaloriens c'est des Ariens à la base, des blonds quoi, des blonds et blancs, alors qu'à la base c'était des aliens quoi. Les Mandaloriens c'était une race particulière et qui a petit à petit absorbé toutes les autres races et jusqu'à se devenir en fait juste une culture guerrière. Mais normalement c'est ça le Mandalorien. Et là ce qui me gêne un petit peu c'est que le côté culture guerrière, et c'est pas le fait que j'aime bien la culture guerrière, c'est juste que ils avaient une identité propre à une culture et non plus à
un jetpack et même si ça reste leur identité aussi, c'est pas que le jetpack et le casque qui fait que t'es un Mandalorien, c'était aussi, ils avaient un propre dialecte en fait. Je sais pas si vous avez lu les romans de Karen Traviss, il y avait toute une culture mandalorienne et là elle est complètement éclipsée. Et mais déjà depuis Clone Wars, hein. Ouais, mais là, attends, franchement, des Mandaloriens avec l'Empire et des Mandaloriens rebelles, quoi. Enfin, et en plus, les mecs, si tu veux, ils avaient une certaine fierté, c'est-à-dire que, attends, moi j'ai ma culture, je vais pas me laisser bouffer par autre chose. Et là, les mecs s'oublient totalement, deviennent soit rebelles, soit Empire. T'as l'impression que, tu vois, les Mandaloriens, c'est juste un casque et un jetpack et, ouais, je sais pas, avant c'est aller plus loin, quoi. Enfin. Sauf si on nous explique dans la suite de la saison, et notamment les épisodes qui sont centrés sur Sabine, que les factions mandaloriennes, enfin que le schisme mandalorien qu'on a vu dans The Clone Wars, il a amené ça en disant bah oui, mais quand ils étaient tellement en désaccord que c'était tellement le bordel qu'ils ont pas pu continuer à vivre comme ils vivaient avant et qu'il a fallu que certains prennent les armes pour se défendre contre les plus extrémistes, je sais pas, moi je dis. Ouais, non, peut-être qu'on aura non, mais voilà ce qui me gêne un petit peu, quoi. C'est ça qui me gêne un peu. C'est totalement différent de ce qu'il y avait dans l'univers de Legend, mais ça reste assez intéressant, le fait que finalement, voilà, les gens font pas un choix de camp par planète, quoi. Il y a des factions différentes et il y a des choix différents pour différentes raisons. Chacun trouve son avenir sa voix, différemment, quoi, sa voix. Mais oui, tu vois, mais c'est pour ça que je te dis, je suis pris entre les deux. Dans un sens, il y a cet aspect-là qui est vraiment intéressant, mais dans un autre sens, ça me gêne un peu. Je pense que il aurait été possible parce que à l'époque, je fais vraiment le vieux con, quoi. Mais à l'époque, quand on avait les Mandaloriens, il y avait déjà la Death Watch, il y avait déjà différentes factions. Il y avait même du coup des Mandaloriens qui étaient finalement à travers les clones, les Républiques Commando, ils étaient avec la République, mais et après c'était des commandos impériales, mais ils gardaient cette culture, je sais pas, il y avait un truc un peu au-dessus. Peut-être que ça va rester et qu'on le verra plus, mais ça me manque quand même. Et globalement, l'épisode j'ai trouvé sympa, mais ouais. Sympa mais sans plus, quoi. C'est pas non plus l'épisode qui m'a fait hurler de joie, quoi. J'ai largement préféré l'épisode avec les Twi'leks, quoi. Ah oui, c'est sûr que l'épisode avec les toilettes, il était... Alors du coup, je vais vous laisser... du coup, Céline, d'ailleurs, j'y pense, toi, quand tu vas regarder The Clone Wars, tu vas reconnaître les Twi'leks, tu vas reconnaître Sham Syndulla, tu vas reconnaître Concord Dawn, tout ça. Enfin, ça va être intéressant, quoi. Ah mais je vais approfondir le background de tous les personnages d'un coup, là. Carrément. Et ça se trouve, tu seras même plus pointu que nous. Et d'ailleurs, on se demandait tout à l'heure avec Loïc, Mandalore, qui la gouverne actuellement? C'est l'Empire? C'est... d'après ce que j'ai compris, ouais, c'est l'Empire. Hein. Donc l'Empire serait sur Mandalore, et les Mandaloriens traîneraient sur Concord Dawn et dans le reste de la galaxie. Donc, a priori, ces Mandaloriens de l'Empire, ils viendraient de Mandalore. Je pense, ou de Concord Dawn. Ouais, je sais même pas, c'est même pas sûr. Donc du coup, on a quand même pas mal de zones d'ombre. Ça serait pas mal qu'ils nous fassent un petit comics ou un petit roman, là. Pour être intéressant, et peut-être que s'il réussissait à convaincre Karen Traviss, elle pourrait nous relier tout ça. Mais je pense pas, vu comme la dernière fois elle était partie. Écoutez, voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cet épisode. Je vous propose de me donner une note. Je vais juste profiter du fait qu'on est Sabine là pour dire que par rapport à l'épisode on a bien fait l'épisode sur Dathomir la dernière fois. L'épisode sur... Ah non, on n'a pas fait encore l'épisode sur Dathomir. Non, c'est après. Ah, ok. Non, je dis plus. Je dirai ça la prochaine fois alors. Je ne dis plus rien. Ok. Bah alors, donne-nous ta note alors. Eh ben, je donnerai aussi un petit 14. J'aime bien. Loïc? Moi, je pars sur 11. Ah bah non, carrément. Ouais. Pas emballé. Ouais, moi j'aurais peut-être mis un petit 13-14 aussi, quoi. Donc si on faisait une moyenne, on serait plutôt sur du 13, quoi. Eh ben très bien, maintenant on va pouvoir se lancer sur le dernier épisode qui s'appelle Une affaire de famille. Alors, Une affaire de famille est Iron Squadron, le titre original en anglais. Donc c'est-à-dire le nom de l'escadron qu'on suivait. Donc voilà, ils ont changé le titre totalement. Aux États-Unis, il a été diffusé le 19 novembre et en France le 18 décembre 2016.
Au scénario, on a Matt Michnovetz et à la réalisation Saul Ruiz. Et il a eu une audience beaucoup plus médiocre. On était à 412 000 aux États-Unis. Pourtant, voilà, c'était le début. Non, en France, c'est le début des vacances, mais eux, c'était mi-novembre, ouais, donc pas d'explication particulière. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe ? On a le Ghost qui est envoyé sur la planète Mi-Capo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette planète. J'ai trouvé super jolie de loin. On a l'impression qu'elle est très arborisée. Ça m'a très arborée, pardon. Ça m'a fait penser à la planète de Maz. Mais j'ai bien aimé aussi, ouais. Et de loin, tu vois, tu te dis, c'est con qu'on n'aille pas sur cette planète. Je trouvais qu'elle avait du potentiel. Peut-être le reverra-t-on. Et on apprend que y a des sympathisants plus ou moins rebelles qui sont sous les feux impériaux et il y a un Fulcrum, parce qu'on sait désormais qu'il y a plusieurs Fulcrum, et que c'est pas forcément Ahsoka, qui leur a dit d'aller aider à évacuer ces fameux sympathisants. Sauf que quand ils arrivent, ils retrouvent un vieux cargo qui est en train de se faire attaquer par des tailles, et le vaisseau donc qui est un croiseur YT 2400. Et ce qu'il faut noter, moi, quand on l'a regardé, mon fils qui était avec moi, il me fait « Oh papa, on dirait le Faucon Millenium !» Et effectivement, c'est un vaisseau qui appartient à la même famille que le Faucon Millenium. Donc ça, c'est une petite note déjà qu'on peut soulever. Sachant que le nom officiel du Faucon Millenium, c'est YT 1300. Donc là, on est sur le YT 2400. On peut supposer qu'il a été fabriqué après. Donc c'est un croiseur. On a Danny qui nous dit sur le chat que YT 2400, c'est le même modèle que Dash Rendar. Ah oui, effectivement. Alors là, oui, effectivement. Là, il y en a qui vont loin dans l'univers étendu, effectivement. Je voulais le placer puisque on le voit aussi notamment dans le jeu vidéo Les Ombres de l'Empire. Ah bah faut me couper là quand c'est comme ça pour balancer un truc comme ça. Non, t'étais lancé, mais c'est vrai que je voulais le signaler et que je trouvais ça cool en fait de le retrouver là. Encore une fois, ça recanonise. On le dit souvent ici en IT, mais ça recanonise des concepts qu'on connaissait d'avant. Alors même si c'est pas l'Outrider de Dash Rendar, en attendant, le vaisseau existe toujours quoi. Je trouve ça sympa. Ouais, carrément. Non, mais là c'est vraiment génial quoi. Effectivement, ça canonise finalement tout simplement le vaisseau. Non, c'est vraiment cool quoi. Et le vaisseau donc se fait attaquer par un équipage de taille. En fait, ils s'en débrouillent très bien l'équipage. Et on apprend qu'en fait le gamin qui vont se courir à l'intérieur avec son escadron, donc il a deux potes avec lui, et il s'agit en fait du neveu de Sato, du commandant Sato, qui s'appelle Marthe et dont le père est décédé. Il est accompagné de deux personnages avec lui, et donc on a un espèce de gros bœuf rasé, et puis on a une petite nana qui s'appelle Gouti Thérèse. Et autre chose, on a Dany qui nous dit que donc Gouti Thérèse a été nommée pour l'animatrice du Star Wars Show, Andy Gutiérrez. Je pense que c'est le nom a été c'est inspiré de l'animatrice. Oui, c'est un hommage à l'animatrice. D'accord, ok, c'est un hommage à l'animatrice, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé le nom. Ah bah dis donc, on va loin là. On va vachement loin là sur cet épisode. Alors juste pour l'information, cette Gouti Thérèse en fait, est-ce que vous avez tilté la race ou pas ? C'est pas la race de Racing ? Non, Racing c'est une sorcière de la nuit du coup. Maintenant à la base ça l'était pas, mais depuis The Clone Wars ça l'est. L'espèce c'est une Tiline en fait, et les Tilines en fait ce sont des personnages. On en voyait une danseuse dans la nouvelle version de l'épisode 6 chez Jabba. Oui, d'accord. Ouais. Une nana qui a les cheveux bleus et qui est à moitié à poil qui danse. Donc on en voit une à ce moment-là, et on en voit une autre qui s'appelle Diva Funkita, et qui elle est, on la voit dans la menace fantôme. Hein, elle fait partie des personnages en background. Et après on en revoyait encore une autre, je sais plus où, de Tiline. Enfin bref, du coup c'est une race qui est déjà existante, donc ça moi, déjà d'entrée je le place. Ça m'a fait énormément plaisir de voir des personnages qui sont de voir des races qui sont réutilisées. Donc ça c'est très bien. Donc du coup on l'imagine, le commandant Sato, c'est le neveu de Sato est un petit con, hein, bien sûr, comme beaucoup de jeunes dans Star Wars. Hein. Il a le syndrome du petit con, quoi. Il sait tout faire mieux que tout le monde, il a pas peur, il va affronter le danger, machin. Et donc il balance tout le groupe dans le fantôme, et il va se faire exploser et il se retrouve coincé.
devant tout le monde. J'en profite aussi, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un moment, quand il parle avec le neveu, et il y a Zeb qui sort une vanne à un moment, il dit oh non, un équipage d'Ezra. Oui, exact. Et ça voulait dire encore un équipage de petits cons, quoi. Et j'ai trouvé que la vanne, elle était vraiment trop bien placée, quoi. Donc ça c'est un truc que j'ai adoré, quoi. On continue, donc du coup, le gamin se retrouve coincé, et comme du coup c'est le neveu de Sato, c'est-à-dire qu'en gros, monsieur, le gamin, il a le bras long, quoi. Hein. C'est comme un petit peu comme, il sait qu'on va s'occuper de lui. C'est un peu comme quand le fils à Sarkozy s'était fait piquer son scout. On se doutait que le gars, ils allaient le retrouver, quoi, qu'ils allaient tout faire pour retrouver le scout. Bah là, c'est la même chose. Vu qu'il est coincé et que c'est le neveu de Sato, de toute façon, voilà, ils vont tout faire pour aller le rechercher. Et Sato, du coup, envoie Hera le rechercher. Donc là, ils ont une vanne, parce que du coup, on leur a mis, pendant ce temps, Throne qu'on voit. Je sais pas si vous avez remarqué, du coup, la petite musique, l'ambiance qui change dès qu'il y a Throne. Ouais. Donc, j'aime bien, ça donne un côté super oppressant. Exactement. Et ça, j'apprécie énormément. T'as l'impression qu'il y a, comme s'il y avait une pause dans le récit. Attention, c'est lui que voilà. Et je le trouve même d'horreur. Hein. Ouais, je le trouve plus impressionnant que Dark Vador ou que Palpatine même, du coup. Donc voilà, il nous envoie un équipage avec un seul impérial, qui a quand même plusieurs petits vaisseaux dans son croiseur, et ils vont poser une bombe en fait sur le vaisseau avec une balise pour que justement les autres viennent sauver le gamin et faire exploser la bombe pour faire exploser tous les autres vaisseaux. Sauf que ils sont plus malins que tout le monde, ils envoient 2 droïdes que personne n'a jamais vus. Ils désactivent la bombe, ils la remettent sur une caisse et ils la rebalancent sur le gros croiseur et ils se barrent. Donc ça, les mecs sont géniaux. Et voilà comment ça finit. Et donc ils ramènent le petit neveu à son tonton et tout le monde est content. Céline, du coup, tu commences ? Ben moi j'ai pas trop aimé cet épisode. Alors je suis un peu comme Zeb. Moi les trucs d'adolescent c'est pas ma passion. Je suis pas fan des Goonies, je suis pas fan de Super 8, voilà, donc du coup cet épisode-là, ça m'a pas trop parlé. Et puis bien sûr, comme d'habitude, oui, il se sacrifie, mais en fait il se sacrifie pas parce qu'on va quand même le chercher et tout finit bien. Je trouve que, je sais pas, ça manque un petit peu de surprise finalement cet épisode. Bah moi je vais rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai au niveau des points négatifs, je ressens à peu près la même chose que toi. C'est vrai qu'il n'y a pas de surprise. En plus, on rappelle toujours que c'est un dessin animé pour enfants, donc il n'y a pas de personnage qui va mourir, et encore moins un enfant ou un adolescent. Je suis d'accord aussi pour dire que les 3 personnages là sont complètement tête à claque et qu'ils se mettent, ils se mettent totalement en danger et que limite t'as envie de leur dire, laisse-les dans leur plus que les 3 autres, que les 2 autres quand même. Oui, mais bon, ils sont quand même tous les 3 comparses et solidaires, donc t'as envie de leur dire laisse-les se débrouiller tout seul et puis tant pis pour eux, quoi. Mais par contre, moi j'ai adoré cet épisode parce que au-delà de ça, déjà j'ai adoré que ça se passe que dans l'espace. Je sais pas, ça va, j'ai trouvé ça. Donc je suis d'accord avec toi, Thomas, la planète elle est vachement belle. Par contre, j'ai adoré qu'on reste dans l'espace. Au début, ça m'a saoulé. Et en fait, je trouve que la tension qui est amenée dans l'épisode, entre la désactivation du vaisseau, le grand amiral qui arrive, etc. Évidemment, on se doute bien de la fin et tout ça, mais je trouve que la tension qui était amenée, elle était bien faite. Ça me rappelait vraiment la tension qu'il peut y avoir des fois dans les films Star Wars. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Maintenant, je comprends qu'on n'ait pas éventuellement tous le même ressenti. Si on s'attarde principalement, comme Céline, c'est vrai que sur les points négatifs de l'épisode. Par contre, voilà. Bon, en tout cas, c'est pour ces raisons que j'ai bien aimé l'épisode. Également pour le fait de revoir ce cargo. Mais bon, après, on est quand même sur une série de 3 épisodes inutiles qui font très peu avancer l'histoire. Ça commence à être long. Disons qu'il faudrait que sur les épisodes d'après, il y ait quelque chose qui nous remette un peu en haleine parce que on commence un peu à s'ennuyer. Les épisodes sont pas non plus centrés sur des personnages en particulier, parce que là on a quand même la famille de Sato. Dans l'épisode d'avant c'était un groupe de Mandaloriens, et dans l'épisode d'avant c'était des droïdes, donc bon,
Mais bon, Il n'y a pas de fil voilà. conducteur depuis quelques épisodes. Autant l'épisode 1, pas le 0, hein, pas le pilote, j'entends. Celui avec Dark Maul, boum, tu te dis, ouais, les mecs, ils ont balancé, c'est pas pour rien, quoi. Tu vois, tu te dis, ouais, il y a un vrai fil conducteur qui avance, super important, ils vont aller voir Kenobi. Autant là, ça fait 3 épisodes. Là, les 3 qu'on a critiqués, c'est des épisodes où, du début à la fin, en fait, il s'est rien passé. N'écoutez d'ailleurs pas cet épisode de Star Wars Rebels, parce qu'il ne sert à rien, c'est un épisode, il s'est rien passé, en fait, dans ces 3 épisodes. S'il y avait un fil conducteur qui concernait un ou deux personnages, à la rigueur, comme je repense à l'épisode où Chopper, dans la fin de saison 2, découvre un comparse. Oui. À la rigueur, d'accord. Mais bon, là, oui, comme disait Céline, pour Fenrau qui rejoint la rébellion. Mais c'est un peu léger. À moins qu'on les revoie les trois enfants, mais que ça devienne des personnages secondaires. Mais a priori, de ce que j'ai vu de la suite, c'est pas le cas. Pas pour l'instant. Alors par contre, ce qu'on peut se dire, parce que finalement oui, ils rejoignent la rébellion, on peut se dire un truc, c'est que finalement là, pour de futurs comics ou de futurs romans ou même de personnages à utiliser dans des films, on est en train de se faire d'une diversité, hyper importante de personnages. Là, on n'aura plus qu'à taper dedans, quoi. Tous les personnages qu'on aura vus. Et quelque part, voilà, imaginons, je sais pas, tiens, demain, on dit Loïc écrit un roman Star Wars, tu peux taper où tu veux, quoi. Enfin, t'es large, quoi. Et je trouve ça intéressant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, le bac à sable, il est complet, là, hein. Donc pour ça, je trouve ça bien. Moi, j'ai bien aimé, mais sans plus. Franchement, effectivement, l'ado Tectaclac, franchement, je trouve ça insupportable, quoi. Enfin, en plus, moi, c'est mon boulot, quoi, de supporter des ados Tectaclac toute la semaine. Je dis ça hein, avec une certaine, je le dis avec humour, bien évidemment, parce qu'ils sont gentils, quoi. Mais de les voir aux commandes de vaisseau, non, je peux pas, parce que moi, j'ai les mêmes en cours. Mais voilà, je leur confierai pas un vaisseau à des millions de dollars, quoi. Et puis non, ouais, ça me choque, je vois pas. Et les gamins, tu vois, les gamins, ils ont 15 ans, mais ils vont dégommer des TIE Fighters, ils vont affronter un croiseur. Ça décrédibilise complètement l'Empire. T'as l'impression que l'Empire, tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo, personne n'a peur d'eux, puis ils sont nuls. Je vois pas pourquoi la galaxie a peur de l'Empire si un ado boutonneux dans son cargo, il peut tout déglinguer, quoi. Enfin, moi ça. Mais ça, je suis d'accord avec toi. On avait déjà j'ai réécouté beaucoup d'émissions Rebels et il y avait déjà complètement cette impression sur plein d'épisodes, des saisons précédentes. Moi, je la retrouve un petit peu dans Rogue One aussi. La bataille de Scarif, ils arrivent à déglinguer les Star Destroyers super facilement. Avec 2 chasseurs et 2 corvettes, ils explosent quand même 3 Star Destroyers. Donc après, dans ce cas-là, on va se dire c'est raccord, mais par rapport au 4, 5, 6, ça l'est un petit peu moins. Dans ce cas-là, on peut très bien se dire que. Alors oui. Et d'ailleurs, tiens, j'aurais un truc à dire. Vas-y. Je disais que j'allais dire que c'était une corvette légère qui était face à eux, donc c'était pas non plus le Big Star Destroyer, mais quand même ça fait tiquer quand même. Et d'ailleurs, j'en profite, les corvettes Hammerhead, est-ce qu'on les avait déjà vues avant qu'on les voit dans Star Wars Rebels ? Elles étaient tirées d'un jeu vidéo Old Republic. Ouais, mais bon, en gros, Old Republic, c'était pas la période, quoi. C'est une inspiration. Oui, non, c'était les mêmes. Non, c'était les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Dans le canon, elles sont apparues dans Rebels. Dans le canon, elles apparaissent dans Rebels. Et du coup, là, typiquement, franchement, plus j'y repense à cette corvette Hammerhead, plus c'était le vaisseau qui était fait pour ça, quoi. Parce que tu vois, enfin, il y avait vraiment la proue qui est fait, enfin, qui est large et épaisse pour elle s'est fait exprès pour beugner, quoi. Tu vois. Complètement. Mais je veux dire là, par exemple, t'as un cargo de droïdes et de bombes, ça te met une corvette impériale en déroute. Mais encore, voilà, c'est dommage. Ce que je veux te dire, c'est que cet épisode où les rebelles chopaient les corvettes Hammerhead, tu te rappelles, elles étaient mises avec des sabots. Et on avait dit, ouais, bon, machin, on a vu Leia, on est content. Mais en fait, non. Le fait qu'on ait vu cet épisode, ça a donné du potentiel à Rogue One, finalement. Ah oui, bah, complètement, ça. Et donc, du coup, c'est top. Ils s'en sont servis. Et du coup, je pense que, tu vois, on va revoir cet épisode où il y a les corvettes Hammerhead, et bah, tout de suite, on le noterait aujourd'hui, on le trouverait beaucoup plus sympa. Peut-être. Parce que ça canonise le truc, finalement.
il faudrait voir aussi si les pilotes de la corvette ont le même design que les pilotes utilisés dans Rebels. Faudra. Un monsieur est pointilleux, quoi. Oui, parce que c'est quelque chose. Enfin, je trouverais ça dommage qu'on soit dans la même période et qu'on change du tout au tout, sachant que dans Rebels, on voit beaucoup de pilotes et de personnel de la base qui ont tous le même design avec ce casque un peu, ce casque très Macquarie, quoi. Et alors justement, moi sur cet épisode, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de retrouver une race qu'on a déjà vu. Oui. Les fameux Tillin qu'on a vu du coup à la fois dans le Star Wars 6, dans le Star Wars 1, et qu'on a dû voir, je crois, dans The Clone Wars, mais je suis plus très sûr où, quoi. Donc du coup, ça c'est vraiment, je trouve ça c'est vraiment top, quoi. Et comme je disais, moi j'en ai marre qu'on voit tout le temps des humains ou que tiens on nous invente une race qu'on reverra jamais. C'est bien aussi qu'on aille reprendre des races et pas que des Itoriens ou des Rodiens ou des Twi'lek, parce qu'il y a d'autres choses dans Star Wars. Donc ça, moi, je trouve ça très bien. Je vais faire la remarque, c'est que toi tu es plus pointilleux sur ce sujet-là, alors que moi je le suis pas du tout, parce que les aliens c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Par contre, quand il y a des nouveaux concepts en fait, ou des concepts réutilisés comme ça, si justement je ne tilte pas dessus, c'est qu'ils font très Star Wars. Ça veut dire que peut-être que le personnage ne m'a pas parlé, ne m'a pas rappelé celui de l'épisode 6 ou ceux de The Clone Wars, mais je me suis dit, ouais, c'est Star Wars. Donc ça veut dire qu'en fait, dans notre inconscient, des parties de Star Wars qu'on n'enregistre pas forcément, on les enregistre, je pense, en arrière-plan, en background, et quand on voit quelque chose, il nous choque pas parce qu'il est dans cet ensemble qu'on a enregistré un peu plus loin. C'est ça, au préalable. Voilà. Donc c'est pas dégueu. Ouais, complètement. Donc du coup ça j'ai aimé, et je remarque par exemple que toi, par exemple, quand on fait les émissions, Loïc, t'es plus à cheval sur les vaisseaux. Ouais, tout ce qui est technologie ou uniforme, j'aime bien quand il y a une uniformité. Voilà, et donc du coup, moi les vaisseaux, j'y faisais beaucoup moins gaffe, par exemple. Là un peu plus, maintenant que j'ai des guides, etc. Donc du coup, chacun a ses sensibilités, quoi. Donc voilà, et ces thèmes qui reviennent. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cet épisode ? Non. On peut noter. Ouais. Bon. Sinon que moi, c'est un des pires persos que j'ai vu dans Star Wars Rebels pour l'instant, le neveu de Sato. Du coup, je vous propose de donner une note. Je pars sur 14. Ah ouais, quand même. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance. Moi, je mettrais 11 inversement. Moi, j'aurais mis 12, quoi. J'aurais plutôt mis 12, voilà, parce qu'il y a quelques petits côtés sympas, mais vraiment, il est insupportable, le gamin, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc où j'ai pas pu, quoi. Donc du coup, ça nous ferait, une moyenne autour de 12, quoi. Donc nous avons fini pour l'ensemble de ces 3 épisodes. Alors moi, je n'ai bien évidemment pas vu la suite parce que, étrangement, il est très difficile de les trouver en version française. Et ça fait un moment que j'attends que la suite sorte en version française et elle ne sort toujours pas. Si quelqu'un écoutait l'émission et avait envie de m'envoyer un message privé, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Facebook à l'usager Tom & Roses par exemple, pour me proposer des épisodes VF, parce que j'aime bien les regarder en VF justement, en famille. Vous par contre, vous avez vu la suite des épisodes. Est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit teasing pour ceux qui ne les auraient pas vus, parce que je sais qu'il y a d'autres auditeurs qui ne les regardent qu'en VF, j'ai eu des retours là-dessus, nous dire nous faire envie mais sans trop nous en dévoiler. Moi je dirais qu'en fait jusqu'à la pause de saison, c'est-à-dire jusqu'à Rogue One, on est très dans les mêmes tons, c'est pas c'est pas très engageant, comme s'ils attendaient que Rogue One soit sorti pour faire quelque chose. Le double épisode de reprise sur Geonosis, pour moi il est mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y en a une partie qui est pas très bonne et la deuxième partie par contre qui est vraiment sympa. Et alors là après, les 2 épisodes après, excellents tous les 2. Donc je me demande si, j'espère que là sur la fin de saison on va monter crescendo. Là on est encore en pause jusqu'à la fin février, et puis j'espère qu'après ça va reprendre vraiment crescendo, quoi. Donc là, la deuxième phase est plutôt bonne alors. Ce qui a recommencé après Rogue One est quand même meilleur, de mon point de vue. Je suis assez d'accord, on commence à avancer un petit peu. Mais espérons que ce faut soit pas attendre un la feu de suite, quoi. J'ai envie de dire, faut que. Là, vous en êtes à l'épisode combien là? 13 ou 14. Ah ouais, donc seulement 2 tiers de la saison, il reste encore un bon tiers là. Ah oui. Donc en fait, ça se trouve, la saison va peut-être se finir en apothéose, même voir peut-être la série, que ça va se croiser avec Rogue One, quoi.
Ou en queue de boudin, comme Ouais, la ou saison en queue 2. de boudin. Mais c'est censé être la dernière saison, non? Ben, c'est toujours pas C'est ce officiel. qu'on a supposé, quoi. Y a rien Ah. d'officiel, en fait, pour l'instant. Ok. Mm. Ça n'a pas été reconfirmé. Donc c'est Non. plutôt bon. Moi, en tout cas, des teasings que j'ai vus, celui que j'attends, c'est celui avec So Guerrera, quoi. Du coup, j'ai trop envie de le voir. J'espère qu'il va être sympa. Il est bien. T'as vu qu'on dit rien. Ouais, j'ai vu. Je veux pas Mais t'influencer. même si je suis un petit peu étonné de le voir chauve et plutôt jeune, alors que, je sais pas, quoi. Et il est pas non plus abîmé physiquement. Bah ouais, alors que, voilà, on se situe peut-être un an avant Rogue One. Bon. Non, a priori, on est bien plus... d'après la chronologie, j'ai recherché justement parce que Ouais. moi aussi, j'étais comme toi. Ça t'a et interpellé, ça dessus. Ouais. Et a priori, on est encore 3-4 ans avant Rogue One. Ah, et bah c'est peut-être pas la fin de Star Wars Rebels, alors. Et je pense qu'ils sont revenus sur leur plan parce que Ouais. pour avoir recouté les premières émissions, on était parti sur 4-5 ans avant l'épisode 4 et à mon avis, ils ont révisé leur plan entre-temps. Pour être raccord Ouais, peut-être à Rogue One d'ailleurs. Bah ouais, ça va m'emmerder un peu parce que j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir la série post-épisode 6. Si quelque part ils nous annoncent, j'ai beau bien l'aimer Star Wars Rebels, s'ils nous annoncent une 4e saison, je vais être un peu déçu. Bah, ça serait pas mal dans ce cas-là qu'ils amènent une 4e saison peut-être en 13 épisodes ou ces 13 épisodes qui sont pas du remplissage. Et ils nous diraient grosso modo, on fait comme s'il y avait une pause demi-saison et puis ça sera la Et fin puis de il la se passe série. 2 ans et puis ouais voilà. Non, puis après on enchaîne sur la nouvelle série. Ah ouais. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Ça de toute façon, on va avoir la réponse au mois d'avril. Bah il faut espérer. C'est certain. De toute façon là, on n'a plus ou rien qui filtre. À part le titre de The Last Jedi, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter cette émission qu'on avait enregistrée en live. On nous balance plus rien. On a Danny qui nous dit d'ailleurs, en parlant de So Guerrera, si on se fie à Catalyst, puisque il a lu Catalyst en VO, il est possible que So est endommagé lors d'une attaque. Donc rien n'est confirmé. Voilà, donc on sait pas. Il y a encore des histoires à raconter autour de ce personnage, quoi. Voilà, donc du coup, il y a encore plein de potentiel. Mais c'est vrai que quelque part, à ce moment-là, si on n'a pas les épisodes qui croisent Rogue One, c'est dommage. Je pense qu'on aura quand même un final de série où on rejoindra la bataille de Scarif et même, attends, j'ai envie d'aller plus loin, parce que bataille de Scarif, on est quand même pas loin de l'épisode 4. Bah oui. C'est sûr. Tu vois, donc ou voire même qui croisent un peu l'épisode 4 et qui nous disent à la fin voilà qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais moi mine de rien, je regrette que certains épisodes soient des épisodes remplissage. Finalement, j'aurais préféré là sur les 3 saisons une saison de 20 épisodes où il y a que des trucs qui font avancer. Moi je me dis qu'on pourrait très bien avoir un téléfilm qui finit la série par exemple. Un peu ce qu'ils ont fait pour la lancer, mais en termes de conclusion. Pour The Clone Wars, quoi, au ciné. Ouais, voilà, pas forcément au ciné, mais un truc d'1h30, 2 heures au ciné, boum. Pas forcément au ciné, mais vraiment d'1h30, 2 heures, et qui soit. Je sais pas si. Alors peut-être pour nous expliquer pourquoi dans l'épisode 4, seule une partie de la flotte rebelle est disponible, puisque de tous les vaisseaux qui sont à la bataille de Scarif. Il en reste peu au final dans l'épisode 4 et ils ont pas tous été détruits. Donc je pense que là il y a quelque chose à faire. D'ailleurs je vais juste faire une petite précision hors sujet. Dans le art of de Rogue One, il y a des concept art où sur la base de Yavin 4, il y a des A-Wing qui sont posés. Donc je reviens sur ce qu'on disait un peu dans les précédentes saisons, que bon il y a des A-Wing mais on les voit pas dans l'épisode 4. On peut commencer peut-être à voir une petite bribe de quelque chose, que vraiment cette flotte morcelée, elle est pas venue complètement à la bataille de Scarif et elle est pas non plus été complètement détruite à l'étoile de la mort, comme s'ils voulaient en garder un peu de côté pour un peu ne pas se retrouver comme Sham Syndulla CF au dernier littérature qui lui à la fin de son attaque n'a plus rien quoi. Il a tout balancé. Bon, en tout cas, moi, c'est des persos que j'adore, que ce soit les persos qui commencent à s'ajouter entre The Clone Wars et Rebels, et plus on ajoute de persos, plus je les adore. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils vont devenir, mais de toute manière, là, ils ont prévu de les utiliser pendant des années, donc c'est cool, quoi. Il faut espérer que ce soit bien fait, quoi. Voilà, faut juste espérer que ce soit bien fait, quoi.
Donc, je vous propose de redonner en fait la manière dont on peut vous joindre. Céline? Moi, je vous joignais en écrivant à SWD, tout simplement. Loïc? Et moi, sur Twitter, @lordofthesite. Voilà. Quant à moi, ce sera plutôt sur Facebook, à l'usager Tom & Roses. N'hésitez pas, du coup, à nous envoyer vos questions à studio@starwars.direct. À nous contacter sur le fil YouTube de l'émission, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On se fera un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous, parce que c'est avant tout ça l'intérêt pour nous de faire de Star Wars en direct, c'est d'échanger avec vous après vos émissions, de comparer vos avis et de nous dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ne pas hésiter. On en profite pour remercier également nos partenaires qui sont avec nous pour nous supporter, relayer nos émissions. Là, j'ai vu par exemple le dernier littérature, il a été relayé par Génération Star Wars et Science-Fiction. Voilà, donc du coup, de la part de Loïc, Céline et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct Rebels, et à bientôt dans une galaxie lointaine, très lointaine.